Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour plutôt. Nous voilà de retour en direct ici au lieu, le lieu de la transformation publique, l'un des endroits où il faut vivre, où il faut suivre ce mois de l'innovation publique porté par la DITP, 350, 400 événements partout en France et un certain nombre d'événements ici au lieu 77 avenue de Ségur. Depuis le début de la matinée, on est le 23 novembre, on parle de ces enjeux de confiance, comment porter la confiance dans les organisations publiques, quelle place pour le management, quelle place aussi en termes ces enjeux de résultats. On est dans notre dernière séquence, le rôle de la confiance dans l'amélioration de la qualité de vie au travail. On en parle avec mes trois invités. Amandine Brugière, bonjour. Vous avez le micro. Vous êtes responsable du département études, capitalisation, prospective à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, qui mène un certain nombre d'études, de travaux, de formation sur ces enjeux. Franck Briet, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur habilité à diriger des recherches en management, spécialiste du management. À vos côtés, Éric Campois, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, vous êtes co-titulaire de la chaire coopération... confiance, coopération et management à Paris-Dauphine. C'est bien ça. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Hélène Boissin-Jeanville. Bonjour. Responsable du pôle innovation managériale à la direction interministérielle de la transformation publique. Des enjeux importants. Confiance, QVT, qu'on va discuter pendant cette heure. Vous toutes et tous qui nous regardez, vous avez la possibilité, vous le faites de manière très importante depuis le début de la matinée, de témoigner, de réagir, de poser vos questions à la fois sur le fil Twitter et sur l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran, mip@acteurpublic.com, tout attaché. J'ai un petit onglet, petit ordinateur à mes côtés. Je vois qu'il y a déjà plein de questions. Donc tout ça va nourrir la discussion, et vous toutes et tous qui êtes ici au lieu, ce lieu de la transformation publique, un micro va circuler tout au long de cette heure. Pour lancer la discussion, si vous voulez bien, Amandine Brugière, je me tourne vers vous. Confiance, QVT, alors peut-être rappelez-nous ces enjeux de qualité de vie au travail qui prennent un sens important. Comment le définir et quels sont les enjeux portés par la qualité de vie au travail? Alors c'est vrai que c'est deux notions qui sont quand même différentes, mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler de démarche de qualité de vie au travail dans une organisation de travail sans que la confiance soit un préalable même à la démarche, et par ailleurs en soit aussi un résultat. Donc on a une corrélation qui est assez forte, et c'est vrai que la confiance, elle est essentielle au travail. Le travail, il est par nature collectif, et donc la collaboration, au cœur de la collaboration se pose cette question de la compréhension mutuelle, de la prise de risque mutuelle à générer, et donc de la confiance à installer. Et donc la confiance, c'est précisément ce qui permet cette prise de risque, ce qui permet cette action collaborative et donc cette efficacité organisationnelle. Et c'est aussi ce qui permet de réduire la complexité sociale dans un collectif de travail. Néanmoins, et ça a été bien dit, je pense toute la journée, mais dans la table ronde précédente, ça ne se décrète pas, c'est fragile et ça se construit. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait développer dans cette table ronde-là, c'est que c'est avant tout un construit social. Oui, c'est l'un des enjeux forts de toutes ces séquences, c'est de contextualiser les choses, mais d'apporter aussi des grilles de lecture et des clés d'action pour celles et ceux qui nous regardent. Franck Briet, ce lien confiance, qualité de vie au travail, il est naturel, mais pour vous, il est logique, mais il faut aussi le construire. Oui, il faut le construire. Je pense que le construit social, il est important. Et je voulais peut-être remonter à des travaux de recherche qui datent maintenant, puisque de 1994, où en fin de compte, deux chercheurs ont montré que la confiance des employés en l'organisation a été très fortement ébranlée depuis 1994. Et l'étude montre qui portait sur des jeunes collaborateurs, révèle que plus de 55% d'entre eux considèrent que leur organisation n'a pas respecté ses engagements au cours des 2 premières années d'emploi. Ce qui remet donc en cause le lien de confiance, d'une part, et la confiance qu'ils ont envers leur organisation, ses représentants et ses managers.
Donc cette remise en cause de la confiance, c'est quand même un véritable frein à la mise en œuvre d'une démarche de qualité de vie au travail. Et on se demande, mais les travaux n'ont pas tranché, est-ce que la confiance est un antécédent de la qualité de vie au travail? Est-ce que c'est une composante? Est-ce que c'est un préalable nécessaire à la qualité de vie au travail? Un frein ou un levier? Donc il y a bien un lien qui est établi. Et j'allais dire, ce qui devient intéressant, c'est peut-être de revenir sur ce concept de confiance, parce qu'il est difficile à circonscrire, il est difficile à appréhender et à formaliser. Et je reprendrai ce que deux de nos interlocutrices lors de la précédente table ronde citaient, c'est les travaux de Blau de 64 sur l'importance de l'échange social. Et cet échange social, il se construit dans un processus d'échange durable et réciproque. Et en sciences de gestion, puisque moi j'appartiens aux sciences de gestion, eh bien, nous définissons la confiance comme un état psychologique qui comprend l'acceptation d'une vulnérabilité fondée sur des croyances, on en a parlé tout à l'heure également, et concernant des intentions ou des comportements qui dépendent d'une autre personne. Donc ça veut dire que là on voit poindre deux difficultés sur le lien, et la difficulté de ce lien, c'est si la confiance elle est fondée sur des croyances, des intentions ou le comportement d'un manager, d'une organisation ou d'une direction, ben, il va falloir déjà s'assurer que ces croyances sont bien justifiées, qu'elles sont bien alignées aux intentions de départ. Et la difficulté, elle va se renforcer parce que vous l'avez tous peut-être observé, mais on voit que parfois dans les mêmes conditions, avec des comportements analogues, des situations vécues de façon identique, eh bien certains individus vont se sentir dans une situation de mal-être au travail alors que d'autres non. Donc il y a une importance aussi sur cela, sur la perception et la subjectivité qui est derrière ces éléments-là. Donc en d'autres termes et en propos liminaires, sur confiance et QVT, un lien étroit, interdépendant, mais très complexe, parce que ces deux concepts, en fin de compte, eh bien, touchent aux perceptions, aux représentations, aux émotions, aux ressentis et aux sentiments. Merci beaucoup pour ce riche propos introductif, Franck Briet. À vos côtés, Éric Campois, co-titulaire de la chaire Confiance, Coopération, Management de Paris-Dauphine. Quelle est votre analyse en prolongement? Confiance, qualité de vie au travail? Alors, il se trouve que j'ai à peu près les mêmes références que Franck, donc je vais les prolonger. Moi, il me semble qu'il y a une chose qui ressort très souvent lorsqu'on parle de confiance. On n'arrête pas de dire la confiance, la confiance, la confiance. Et le problème, c'est que la confiance, c'est en fait un concept qui est purement relationnel. Autrement dit, c'est la confiance de A dans B, et qui n'est pas la même chose que la confiance de B dans A. Et que donc, chaque fois, on devrait, si possible, préciser. Qui est A, qui est B, qui fait confiance et à qui on fait confiance. Puisque Franck le disait tout à l'heure, celui qui fait confiance va se placer, accepte de se placer dans une situation de vulnérabilité. Et chaque personne n'a pas les mêmes enjeux en termes de vulnérabilité. Moi, je prends toujours l'exemple, la confiance d'un subordonné vis-à-vis de son manager et la confiance du manager vis-à-vis de son subordonné, ce ne sont pas les mêmes situations qui créent la vulnérabilité d'un côté du subordonné, de l'autre côté du manager vis-à-vis du subordonné. Donc ça, c'est très important de toujours d'essayer de préciser. Ensuite, par rapport à la relation avec QVT, pour répondre à votre question, alors on a entendu déjà tout à l'heure, je ne vais pas revenir parce que je suis d'accord, il y a énormément de liens positifs entre les deux. Mais il y a aussi des liens négatifs. Et notamment, parce que dans beaucoup d'organisations, il y a une injonction à la confiance. Donc on va faire confiance, on ne sait pas faire. Et on ne place pas les individus, avec les moyens pour agir correctement. C'est-à-dire que c'est bien gentil de donner de l'autonomie à des gens, mais s'ils n'ont pas les moyens réellement, à ce moment-là, ça va créer plutôt du stress. Et là, je ne reviens pas, j'imagine que que vous aurez des définitions sur le stress, sur le décalage qu'il y a entre les ressources. Et donc, voilà, c'est très créateur de stress, éventuellement, parfois, de jouer sur la confiance quand l'individu qui reçoit cette confiance n'est pas en capacité, soit ne la souhaite pas, soit n'est pas en capacité d'exercer parce qu'il n'a pas les moyens. Je retiens deux choses. Je vous donne la parole dans un instant. Donc, pas d'injonction
faites confiance. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis surtout, si on n'a pas la latitude pour agir, c'est bien compliqué. Je vous en prie. Oui, je voulais réinsister peut-être sur le cadre qu'on peut donner à la confiance. Bien sûr que c'est un sujet qui vient se loger au cœur de la subjectivité et de l'intersubjectivité. Mais au travail, il faut sans cesse reposer le cadre qui permet que la confiance puisse s'instaurer entre des acteurs qui sont de toute façon différents, qui ont des statuts différents, qui ont du coup, qui n'ont pas d'égalité à strictement parler. Hein, c'est le propre de la subordination. Donc voilà, ça, on ne peut pas tellement le remettre en cause, ou on peut, mais après, c'est un autre mode de fonctionnement dans le secteur public. On n'en est pas là en tout cas. Du coup, comment est-ce qu'on peut reposer et repositionner un cadre de la confiance? Et c'est là où, en tout cas dans le cadre des démarches QVT, et j'en profite pour redire peut-être ce qu'est une démarche QVT, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs en la matière. Hein. Le concept a été dévié. On a tendance à le prendre comme un état de fait, de bien-être dans une organisation qui pourrait être favorisée par bien sûr les plantes vertes, le baby-foot, le coin cuisine, etc. Dans les faits, ce qu'on appelle vraiment une démarche QVT, c'est un processus de transformation de l'organisation du travail. Et au cœur de ce processus de transformation se logent deux concepts centraux qui sont d'une part les espaces de discussion sur le travail, puisque c'est une chose que d'avoir de la prescription, mais c'en est une autre de pouvoir discuter de celle-ci et de pouvoir exposer la manière dont on considère, dont on peut bien faire son travail et les moyens qu'il est nécessaire d'avoir pour bien faire ce travail-là. Et les points de vue peuvent être différents, alors, d'une part du manager aux employés, mais aussi entre les acteurs qui peuvent avoir une même activité. On peut avoir des points de vue différents sur la manière de réaliser une tâche, même si cette tâche est la même. Et donc, du coup, les espaces de discussion de là-dedans sont extrêmement importants pour que la dispute professionnelle puisse se placer de manière sereine et qu'elle puisse avoir lieu. C'est-à-dire que là où il y a divergence de points de vue, et de fait, dans un collectif de travail, il n'y a que des divergences, le travail du manager et de l'encadrement, c'est de réguler constamment ces divergences et ces non-coïncidences de points de vue. Donc, espace de discussion d'un côté. Et puis, deuxième concept clé au cœur de la QVT, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire pouvoir, par des processus de test-erreur, voire retour en arrière s'il y a besoin, pouvoir tester de nouvelles organisations de travail. C'est pas toujours la grande révolution, ça peut se loger dans des actes et dans des gestes ou des processus de travail assez quotidiens, mais ça permet de pouvoir réguler, réajuster en fonction des compétences qui sont là, des réformes institutionnelles qui se multiplient et qui s'enchaînent, etc., etc. Et c'est aussi ce cadre-là qui permet du décloisonnement horizontal, vertical, et qui du coup génère des espaces de confiance indépendamment de la subjectivité des personnes. Merci beaucoup Amandine Brugère. Je notais en même temps, vous amenez plein de pistes, plein de solutions opérationnelles. C'est très, très riche. Espace de discussion, dispute professionnelle, on y reviendra si vous voulez bien. Et puis les enjeux de test. Franck Briey, à tous les deux quand même, posons la question du contexte. On vit un contexte agité depuis 2 ans, depuis 18 mois, depuis le début de ce mois de l'innovation, dans les échanges qu'on a pu organiser, Hélène, puis avec la DITP, on voit que ce contexte est terriblement anxiogène, mais c'est aussi un facteur d'avancée, il porte des potentialités. Évidemment, sur les enjeux de QVT, ça impacte. Est-ce que ce lien confiance-QVT est aujourd'hui peut-être plus essentiel encore, Franck Briey, à aborder en termes de management public? Oui, alors moi je pense que la place de la QVT, elle est centrale, mais elle n'est pas plus, enfin, j'allais dire, ça s'est peut-être accéléré, mais ça fait déjà un petit moment qu'elle est au cœur des préoccupations des organisations. Alors je pense qu'elle se réinvite dans les débats, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier. Et pour cela, je vais m'appuyer sur une étude que j'ai menée avec une collègue en gestion, Aline Squarneck, pour le compte de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Et on l'a présentée à Marseille il y a quelques semaines à leur université. Et elle sera bientôt disponible sur leur site. Eh bien, cette étude, c'était une réactualisation d'une enquête que nous avions menée en 2017, toujours pour cette même association de directeurs des ressources humaines. Et on avait interrogé 469 organisations, publiques, privées, de toute taille, de tout secteur confondu. Et puis, on avait interrogé 221 experts ressources humaines.
Et à cette époque-là, nos résultats avaient révélé 7 grandes tendances en matière de ressources humaines, dont, j'allais dire, la bienveillance attendue. Et derrière ces questions-là, il y avait tout ce qui était en lien avec les relations humaines, la santé, la sécurité et le bien-être. Eh bien, et on avait indiqué que le degré de probabilité de réalisation de cette tendance, il serait fort pour les 5 prochaines années. 5 ans après, 2021, notre étude montre non plus cette tendance, mais 8, bon ça c'est anecdotique, mais elle montre que sur la bienveillance et le bien-être au travail, c'est bien confirmé dans la probabilité de réalisation, mais ça a été beaucoup plus fort qu'attendu. Et elle arrive en 3e position des préoccupations et des enjeux pour les directeurs des ressources humaines, qui indiquent d'ailleurs que pour les 5 prochaines années à venir, ce sera toujours un enjeu majeur pour ces organisations. Et alors, si on regarde un petit peu les impacts de cette période et de ce contexte, on a remarqué, nous, un renforcement des liens du manager envers ses collaborateurs, en règle générale, une découverte pour certains collaborateurs, pour qui le télétravail a eu un effet de révélation, moins de pression, plus de possibilités d'expression, de créativité, mais on a aussi mesuré et observé des sentiments d'isolement, de désocialisation, et on parle même d'effets sur la santé mentale des collaborateurs. Alors les défis, je pense que là, ils vont être nombreux par contre, parce que ça va être de retrouver, réinstituer, et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, moi je parle de l'espace de travail. J'avais fait intervenir il y a quelques semaines un docteur en anthropologie et en philosophie, et qui nous montrait l'importance pour l'individu au travers les âges de cet espace de travail, parce qu'on a besoin aussi de code, et ce contexte-là dans lequel on a vécu a cassé tous ces codes, tous ces éléments. Donc il va falloir réinstituer une forme d'espace, parce que l'espace de travail s'est invité dans notre espace personnel. Et si en plus il faut qu'on trouve des espaces d'échange, ça complexifie un petit peu les choses. Donc moi je trouve que au cœur aussi de la QVT, le défi, mais c'est un petit peu la vision post-moderne, ça va être cette histoire de reliance. La reliance, c'est j'allais dire, c'est plus que relier. Relier, c'est passif. Reliant, eh bien, c'est participant, et la reliance, ça va être activante. Donc avoir des relations activantes entre un individu et un autre, entre un individu et un groupe, entre différents groupes. Et moi, je pense qu'une bonne démarche de QVT, ça ne peut pas faire l'économie de cette reliance, parce que la QVT ne se réglera pas uniquement à coup de règles, de lois, de normes, d'outils ou de procédures. Il faut remettre de l'humain et du relationnel, me semble-t-il. Merci beaucoup, là encore, beaucoup de pistes. Éric Campois, ce lien avec la séquence que nous vivons, et Franck Briet, et Madame, vous le dites, il va y avoir des impacts en termes de risques psychosociaux à venir. Enfin, ils sont difficilement évaluables, mais il faut bien évidemment les anticiper. Quel lien faites-vous? Est-ce qu'il y a encore plus besoin de ce lien confiance QVT aujourd'hui pour les années à venir? Oui, alors sans revenir justement pour prolonger, avoir un autre regard, mais vous avez des profils tous les trois différents, et oui, je précise que. Mais je me disais, pas tellement différent entre nous deux justement, donc je vais essayer de me démarquer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un échange, c'est un regard croisé. Non, moi je me disais, je vais partir des étudiants que je vois en permanence, et parce que dans la communauté des universitaires en gestion, il y a toute une frange qui nous dit la QVT, c'est de la novlangue managériale. Ok, c'est vrai, c'est possible. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est parfois vrai. Non, il y a un travail de communication, de pédagogie. Mais c'est vrai que c'est parfois vrai aussi. Ça peut aussi, comme toujours. Bon, mais moi, ce qui m'intéresse, que j'ai trouvé assez marquant, c'est que depuis 2-3 ans, la grande majorité des étudiants que je vois, donc qui sont en master RH, donc ils veulent faire des ressources humaines, la grande majorité veulent faire des mémoires autour de la QVT.
Alors, ils n'ont pas toujours bien la définition au départ, ils en font une représentation, mais voilà, c'est ça. Parfois, c'est vrai que le baby-foot... On leur enverra l'émission. Il y a quelques années, c'était pas ça, c'était plutôt la gestion prévisionnelle, des employés des compétences qui était très, très à la mode. Enfin, c'est ce qui poussait les étudiants à faire des RH. Alors, peu font sur les restructurations, hein, ça, c'est rarement le motif. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment la QVT. Moi, ça m'amène à penser une chose, c'est qu'il y a donc une attente très forte. Alors, certes, de la part de ces jeunes-là qui, eux, vont faire des RH, donc vont piloter des politiques de QVT, on peut l'imaginer derrière, mais je pense qu'ils sont aussi représentatifs de leur génération. Et donc, il y a une attente assez forte de la part des générations actuelles. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, mais ça veut dire qu'elle s'exprime beaucoup plus. Donc ça ne me surprend pas que les DRH le placent encore plus fort, parce qu'il y a une attente assez forte du corps social. C'est tant mieux hein, que des étudiants se dirigent vers ces travaux de recherche. C'est très pertinent. Quelques clés, alors on est là pour apporter une grille de lecture, quelques clés d'avancée pour celles et ceux qui nous regardent. Vous avez mentionné, Amandine Brugière, disputes professionnelles, disputes organisationnelles, des compromis à trouver. Alors comment on intègre tout ça, ces disputes dans le fonctionnement de l'organisation? Parce que j'ai retenu aussi, vous expliquez que le monde professionnel, enfin j'essaie de restituer votre propos, ce sont beaucoup de... C'est pas des tensions, mais beaucoup de divergences. Le terme que vous avez utilisé, comment on embarque tout ça pour favoriser la confiance, pour favoriser une QVT sereine, si je puis dire. Oui, en tout cas, c'est pas que des divergences et des tensions, mais c'est aussi ça. C'est aussi ça. Ce serait idiot de le cacher, quoi, et de le mettre sous le tapis. Donc oui, en fait, les démarches QVT, qualité de vie au travail, et qui s'appelle d'ailleurs maintenant QVCT, c'est-à-dire qualité de vie et conditions de travail. Ça, c'est le nouvel ANI, nouvel accord national interprofessionnel qui a été signé récemment, et qui d'ailleurs, et j'en profite aussi pour le dire, ne s'applique pas à la fonction publique. Il n'y a pas eu d'accord signé dans la fonction publique, ce qui montre les désaccords autour du terme et donc les débats, en effet, que génère ce terme, qui peut être tout à fait, enfin, qui peut appeler complètement à débat. En tout cas, nous, la manière dont on le porte et dont on aimerait qu'il soit un peu plus porté, c'est justement sous cet angle de la recherche d'un cadre de concertation et de compromis dans l'organisation. Et c'est ça qu'on essaye de mettre à travers donc des démarches qui sont en effet des processus qui sont en effet normés, souvent encadrés par un accord, enfin, dans les entreprises et dans les plus grandes en particulier, et qui permettent justement de donner ce cadre de paritaire et participatif, ce qui permet d'accueillir justement ce qui relève de la discussion sur les irritants du travail, sur les problèmes rencontrés au quotidien, et de leur donner un cadre de résolution possible. En fait, la qualité de vie au travail, les démarches de QVT, c'est aussi le cadre qui normalement permet que les directions fassent confiance au terrain et aux acteurs du terrain pour générer des solutions, pour inventer des solutions nouvelles et les expérimentent, et que ces acteurs de terrain fassent confiance aux directions et aux comités de pilotage paritaires pour qu'ils arbitrent sur les solutions après qui pourraient être déployées. Donc c'est là encore une confiance mutuelle qui nécessite un engagement des directions et une confiance aussi du terrain vis-à-vis de cette position et des choix qui pourraient être faits. Oui. Vous mentionnez en début de propos, Éric Campois, le lien A, B, BA, enfin c'est ça, hein, il faut que ce soit un lien. Voilà, il faut qu'il y ait en tout cas, et ça peut se rencontrer au gré des épreuves traversées dans un collectif, mais ça peut aussi se construire. Voilà, ça peut aussi se construire à travers un cadre, une culture, des rituels, des accords, des normes, etc. Et je voulais juste souligner que justement peut-être cette culture de la qualité de vie au travail pouvait être assez orthogonale avec la culture du service public. Et pour le coup, j'étais pas tout à fait en accord avec la table ronde précédente qui disait qu'il n'y avait pas de grande différence entre le service public et le service privé. C'est pas complètement vrai. Les modes de recrutement, de mobilité professionnelle, il y a une culture quand même très hiérarchique et descendante qui reste vraie. Et il y a des processus de promotion au sein du service public qui relèvent quand même de la notation et de l'atteinte d'objectifs aussi. Et l'atteinte d'objectifs, à la fois c'est très bien, ça peut laisser de la latitude, mais ça peut aussi avoir des effets tout à fait néfastes puisqu'on essaye d'atteindre les objectifs, quelle que soit la manière de les atteindre. Et là encore, de mettre sous le tapis un certain nombre de choses qui pourraient être
au contraire posées comme étant problématiques et devant être réglées, quoi. Oui, tout à fait. Vous vouliez rebondir Oui, peut-être réagir parce que je suis pas tout à fait en accord avec ce que vous dites. Je pense que la force de la fonction publique, c'est les valeurs sur lesquelles elle s'appuie. Et en fin de compte, toutes les valeurs publiques aujourd'hui seraient ou sont de nature quand même à être des vrais leviers pour mettre en place, je trouve, une démarche ou un dispositif de qualité de vie au travail. Et en fin de compte, j'ai du mal à comprendre pourquoi la fonction publique, c'est pas peut-être autant emparée de cette problématique-là, mais je trouve qu'elle a en elle-même des ressources qui lui permettraient d'aller beaucoup plus loin que certaines organisations privées, me semble-t-il. Oui, non, bien sûr, Allez-y, bien sûr. Mais c'est pour dire que voilà, il y a des freins multiples. Ça va. Éric Campoy, sur ces enjeux, et plus largement, on parle aussi, surtout peut-être d'efficacité. Hein, ce ne sont pas des mots. Et, ce matin, il y avait une expression bisounours. Tout cela, c'est pas du bonus et c'est pas un monde de bisounours. Derrière tout cela, il y a des organisations qui ont des objectifs, Éric Campoy, et qui doivent être efficaces. Confiance, qualité de vie au travail, efficacité de l'organisation. Tout ça doit aller dans une même dynamique. Oui, alors j'aime beaucoup l'expression dispute organisationnelle. Oui. Et puis je reviendrai aussi sur un terme qui a été, enfin un élément qui a été évoqué tout à l'heure dans la première partie, qui est le temps aussi. Dans le sens où c'est vrai qu'on parle de co-construction, on va parler d'autonomie aussi. Et à chaque fois, je trouve que surtout quand on s'adresse aux gens, parce que c'est facile de leur dire on va vous donner de l'autonomie, mais qu'est-ce que c'est, jusqu'où l'autonomie? Et pareil pour la co-construction. Nous, chaque fois que dans des formations, on parle de la co-construction, les gens nous disent il y a eu des expériences chez nous, mais ça n'a pas marché. Les exemples qu'ils nous donnent souvent montrent que ça a été mal défini. C'est-à-dire que l'autonomie, ça peut porter sur comment. Est-ce que j'ai de l'autonomie sur les méthodes que je vais utiliser? Ça peut porter sur comment je m'organise temporellement, et puis ça peut porter aussi sur la définition même des objectifs. Ça peut être des choses très très différentes, et si on ne dit pas dès le début l'autonomie portera sur ça ou ça, il peut y avoir des malentendus énormes. Et ça fait partie de points de friction, de points de malaise après, qui vont être forts. Pareil pour la co-construction et donc la dispute, parce que la co-construction, c'est pas qu'on est d'accord, c'est justement, il y a éventuellement des divergences, des enjeux différents, mais ça permet cette discussion, éventuellement cette dispute, de comprendre aussi les enjeux de l'autre. Et donc de comprendre, si on veut parler de confiance aussi, qu'est-ce qui met en vulnérabilité l'autre aussi. Et donc à partir de ce moment-là, d'arriver parfois à des compromis qui ne sont pas toujours totalement satisfaisants pour moi, mais que je comprends. C'est-à-dire que la décision finale qui va être prise, je la comprends, même si elle n'est pas toujours celle que j'aurais souhaité. Et de la même manière, pour le manager, ça c'est quelque chose d'important dans la co-construction, il me semble que le manager ne se départit pas complètement de son rôle de décision. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va y avoir la co-construction que c'est tout le monde qui décide et le manager laisse faire. Non, le manager est là pour rappeler éventuellement les contraintes qu'il peut y avoir, et donc on ne débordera pas de ça. Et puis, in fine, peut prendre aussi des décisions, mais en ayant la vision de la vie de son équipe et autres. Voilà. Merci beaucoup Éric Campoy. Il y a une question, beaucoup de questions cet après-midi, je vois ça. Et en prolongement, une question d'une dame qui précise: il faut une méthodologie, il faut des process, mais ces process doivent se décliner en fonction de l'organisation. Enfin, il y a une méthodologie, mais finalement des textes ou autres sont secondaires par rapport à Franck Briet, par rapport au vécu et ce qui se passe concrètement. C'est juste pour donner la parole à l'ANACT, parce que quand on parle de QVT, la démarche quand même et les outils qui sont aujourd'hui proposés sont plutôt même très bien faits. Oui. Et par ailleurs, il se passe beaucoup de démarches QVT dans la fonction publique, hein, qu'on ne me fasse pas dire le contraire. Oui, et c'est un enjeu au cœur du dialogue social, bien sûr. Bien sûr, et dans les établissements de santé, par exemple, avant la crise, on avait eu une très grande action. On en a aussi avec des grands ministères. Enfin, donc, il y a beaucoup de démarches QVT en cours, mais qui ne sont pas toujours naturelles à installer. Mais en effet, c'est un processus. En effet, c'est une méthodologie. Et la première d'entre elles, c'est vraiment d'installer quand même un cadre de gouvernance. Alors, bien sûr, c'est les
grands mots et tout de suite, on pense à des choses un petit peu chronophages, mais néanmoins, c'est ce qui va permettre dans le temps de tenir la démarche et de pouvoir accueillir justement ce que cette démarche va faire remonter. Donc il y a une gouvernance paritaire, on insiste. Il faut que la voix des différentes parties prenantes puisse être entendue et que les décisions qui sont prises relèvent aussi d'un choix concerté. Et après, c'est en effet aux équipes sur le terrain de construire, d'essayer de poser justement ce qui fait problème et de trouver des solutions, d'en proposer, de les expérimenter et de les évaluer eux-mêmes. Et ce qu'on essaye de mettre en place, et ça c'est ce qu'on a fait par exemple dans plusieurs centaines d'établissements de santé où on a accompagné des démarches QVT, on avait mis en place à chaque fois dans chaque établissement un trinôme, en plus du comité de pilotage et des groupes de travail, un trinôme qui était en charge du portage de la démarche et qui était représenté par un manager, un cadre de santé et un représentant du personnel. Et ça permettait, voire un préventeur parfois, et ça permettait d'avoir un portage, je dirais, multi-regard, pluri-regard, sur la démarche qui était portée. Et c'est là où, ce qu'on disait sur le décloisonnement, ça permet de mieux se comprendre, c'est un peu le vie, ma vie, ça permet de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les uns et les autres et qui vient mettre des grains de sable dans la chaîne productive au long cours, quoi. D'accord, donc pour rebondir sur la question de cette personne, il y a vos process, votre méthodologie qui permet toute l'attitude d'appropriation et de tenir compte de ce qui se passe dans les organisations. Oui, et puis d'installer un processus de transformation. Porté par la direction aussi et par les représentants du personnel. Un mot, vous vouliez réagir peut-être? Oui. Tous les deux. Et je pense que c'est vrai que c'est un vrai processus de transformation du travail. L'étude dont je vous parlais 2021, on l'a appelée Futur du travail avec un S et Travail du futur. Et je pense que si on aborde ce mouvement comme étant une profonde transformation, la démarche de QVT peut accompagner. C'est un vrai élément. Je voulais juste revenir sur un lien. C'était le lien dont vous parliez. C'était confiance, qualité de vie au travail et efficacité de l'organisation. Et moi, ce mot-là, il ne me convient pas. Pourquoi ? Parce que l'efficacité, quand on est dans une approche de QVT, on va penser, de prime abord, pour moi, ne parler que de l'efficacité, c'est parler juste des risques psychosociaux, ce qui est déjà bien, mais baisse de taux d'accident du travail, troubles musculo-squelettiques, ce type d'indicateur qui est une approche un petit peu particulière. À partir du moment où on rajoute l'efficience, c'est les moyens que l'on va mettre en place. Je trouve déjà un peu plus intéressant d'avoir une approche un peu plus qualitative. Et on dira donc, on parlera de performance et on la mettra en dialogue avec la performance économique, mais aussi sociale, sociétale et environnementale. Et je pense que là, il y a une vraie responsabilité. On le disait, nos jeunes, ils sont en attente de cela. Eh bien, une démarche de QVT, ça peut aussi constituer un facteur d'attractivité ou de fidélisation ou d'engagement. Et ça peut avoir aussi des retombées à la fois en interne, mais aussi des externalités positives. C'est-à-dire qu'on va agir sur son environnement, sur son écosystème. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait sens, en tout cas pour les jeunes générations que nous avons encore. C'est des choses sur lesquelles ils attirent notre attention. Et moi, j'avais le souvenir, même si j'ai quitté l'université il y a quelques années, mais j'avais le souvenir d'étudiants qui, lorsqu'ils choisissaient un master, voulaient savoir si je faisais un cours de responsabilité sociale de l'entreprise. Et pourquoi j'en faisais pas ou jusqu'où j'allais, est-ce que c'était, voilà. Et ces éléments-là, moi je trouve qu'ils se sont renforcés. D'accord. Alors si j'avais un grand tableau, je disais confiance, QVT, efficacité, c'est réducteur, mais si je devais rajouter des mots, donc je dirais confiance, QVT, moyen, les mots-clés performance sociale, engagement, attractivité. En fin de compte, c'est ce que nous maintenant on appelle la performance globale, durable et pérenne. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour très, très éclairant. Je vous voyais aussi réagir, Eric. Oui, je voulais rebondir sur un terme qui me paraissait important aussi, c'est l'idée de cadre. Parce qu'au début, je tiquais face à la question, y a-t-il une façon de faire moi, il me semble que poser un cadre, c'est-à-dire un espace dans lequel il y a des marges de manœuvre, au sein duquel les individus après vont pouvoir se mouvoir et expérimenter, c'est important. Et ça permet, par rapport à la question de la confiance aussi, peut-être pas de résoudre complètement le problème, mais toujours cet antagonisme qu'il y a entre confiance et contrôle. Tout à l'heure,
je tiquais au moins au début. On a parlé, ouais. Oui, mais parce que la confiance, bien sûr, ça va déplacer le contrôle, mais il y en aura de toute façon. La différence, c'est qu'il sera plutôt a posteriori. Il portera pas forcément sur tout ce qu'on a fait, mais est-ce qu'on est resté dans le cadre? Voilà, le cadre permet de la latitude, et puis on vérifie à la fin qu'on n'est pas sorti du cadre, peut-être, mais du contrôle, il y en aura toujours, et les individus le demandent aussi. Sans ça, sinon, ça part dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que je pense que rentrer dans la tête des gens que on n'est pas là pour fixer une règle, une norme, mais de donner un cadre au sein duquel les individus vont pouvoir se mouvoir, vont pouvoir décider, vont pouvoir... à ce moment-là, ça permettra le développement de la confiance, et puis ça peut après se décliner dans plein d'objets différents. Poser un cadre, même si des fois on aime bien sortir du cadre. Oui, vous vouliez... Oui, tout dépend de l'espace. Je voulais réagir sur cette notion de contrôle, ou en tout cas le rôle présupposé du manager. Nous, on aime bien parler plutôt de régulation, en effet, parce qu'il y a bien sûr un contrôle des objectifs parfois, mais il y a en fait beaucoup d'ajustements opérés au quotidien entre les contraintes, les aléas rencontrés dans la pratique de travail, et puis les ressources, les moyens, voilà, donc les aléas, et que le manager, en fait, aide à ajuster constamment, à réguler aussi, à suivre la charge de travail. Parce que la suivre et du coup peut-être la répartir autrement au sein d'une équipe. Il faut qu'il puisse aussi, pourquoi pas, revoir le cadre, revoir les objectifs, desserrer les contraintes. Tout ça, c'est quand même un travail au quotidien, voilà, opéré par les managers, sans parfois beaucoup de marge de manœuvre. Et donc ça aussi, c'est une question. On peut toujours attendre du manager qu'il fasse confiance, mais il faut encore que lui-même ait les moyens de pouvoir établir cette confiance, et donc il y a des moyens pour réajuster s'il y a besoin, voilà, le cadre et les attendus. Et après, concernant le cadre, on est à l'ANACT, bien sûr, des défenseurs du dialogue social et de la manière dont le dialogue professionnel, c'est-à-dire ce qui relève de la discussion entre les équipes et le manager, ou entre équipes, s'articule au mieux avec le dialogue social, pour que justement, quand il y a décision autour et puis définition de nouvelles normes, ce soit fait au plus proche de la réalité de l'activité, sans être trop contraignant non plus. Il ne faut pas que le cadre le soit trop et soit enfermant. Et à ce titre-là, on voit bien, par exemple, combien les premiers accords télétravail étaient rigides et ont plutôt généré des modes organisationnels un peu plus compliqués pour les équipes et pour les managers. Et là, on est en train de voir des accords télétravail qui sont plus souples et qui, du coup, prennent mieux en compte les exigences de l'activité au plus proche voilà, de ce que les équipes doivent réaliser. C'est-à-dire, s'il y a un jour de télétravail qui est fixe et qui empêche que les réunions d'équipe se tiennent, là, ça commence à poser problème. Ou en tout cas, il faut que l'équipe définisse ce qui est acceptable pour son bon fonctionnement. En rebond de votre première partie de propos sur les conditions de travail, juste une réaction, et continuez à être aussi nombreux à témoigner. Une personne du Val d'Oise, merci d'avoir témoigné, qui souligne comment parler de QVT dans des organisations saturées de travail. Il faut commencer par organiser mieux le travail, utiliser la qualité de vie au travail comme levier d'amélioration. Continuez, l'adresse s'inscrit en bas de vos écrans, et un micro va circuler ici pour celles et ceux qui assistent à notre échange. Vous avez mentionné, Amandine Brugière, les enjeux de dialogue social. Alors allons-y, abordons cet enjeu extrêmement important. Je rappelle qu'il y a des élections professionnelles en fin d'année 2022. Sur ces enjeux de confiance, qualité de vie au travail, quelle importance pour le dialogue professionnel, quelle importance pour le dialogue social, Éric Campois? Alors, là encore, il y a parfois une antinomie. C'est-à-dire les expériences qu'on a vues au départ sur les entreprises qui mettaient en place qui donnait une place centrale à la confiance. Avec l'extrême, c'est les entreprises dites libérées. Bon, je ne vais pas revenir. Enfin bon, mais non, mais c'est-à-dire si vous voulez. Hein. Non, mais c'est non, il y a beaucoup de choses à dire là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces entreprises-là, justement, le dialogue social disparaissait quasiment. C'est-à-dire que les organisations syndicales étaient quasiment niées, puisqu'on estimait qu'on pouvait avoir une relation directe, et même dans des entreprises qui n'étaient pas des entreprises libérées en soi, mais qui historiquement sont sur ce modèle-là. Si je prends
tout à l'heure, on était à Clermont, je crois. Ouais. Bon, mais Michelin, c'était la culture. Enfin, c'est ce que disait Monsieur Michelin. Moi, j'ai pas besoin. Enfin, bon, après, compte tenu de la taille, il avait besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que au départ, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'avec la confiance, on va avoir une relation directe. Bon, je pense que c'est une erreur en soi. C'est-à-dire, oui, c'est important d'avoir ça, mais en même temps, il y a des niveaux, il y a des moments où on est obligé de passer à du collectif. Et à ce moment-là, la discussion sera plutôt organisée avec des représentants. Voilà. Et c'est tout l'équilibre à trouver. Et en même temps, c'est rassurant pour les managers aussi, parce que sinon, ils sont en première ligne, c'est à eux de tout négocier, d'être toujours... Et ça fait du bien aussi de temps en temps d'avoir aussi au-dessus, un moment, quelque chose qui est négocié, même si ce n'est qu'un cadre, qui permet de la latitude. Merci beaucoup. Franck Briet sur Dialogue Pro. Juste peut-être, Et puis madame. Après. oui, juste peut-être pour compléter, effectivement, faire attention à cette population des managers, parce qu'aujourd'hui, elle est assez malmenée, elle est en champ de tension extrêmement fort, voire il y a même un courant théorique assez sympathique pour analyser parfois des dysfonctionnements, c'est les tensions de rôle. Si on oui. Et si on a, en fin de compte, on a différents rôles dans sa vie professionnelle et le fait d'une clarté des objectifs peut-être enfin pas de clarté d'objectifs, pardon, d'être mis aussi dans une position d'empathie et en même temps de contrôle et de surveillance, eh bien ça va conduire à des comportements qui ne seront pas compris, peut-être des comportements qui seront source de souffrance au travail pour les autres, mais aussi source de souffrance pour l'individu en tant que tel. Et j'avais fait une étude, moi, au sein de la SNCF sur les opérateurs de quai et ça montré ces éléments-là. Alors là, c'était pas des managers, mais ce que je voulais dire, c'est que si le dossier QVT, il ne repose que sur les épaules des managers, faisons attention à cette population-là. Et effectivement, parfois, le dialogue social, ça peut soulager les managers dans la relation qu'il va avoir avec ses équipes. Merci beaucoup. Dialogue social, oui. Oui, non, je partage complètement. Et c'est là tout l'intérêt du dialogue social que de déporter des questions et des formes de négociation dans d'autres espaces où on va avoir des enjeux un peu plus méta qui vont se négocier. Et pour prendre un exemple que les entreprises sont en train de vivre, la question du télétravail qui nécessiterait, soi-disant, une forme qui nécessiterait de la confiance dans le management et une relation de confiance entre le manager et ses équipes, certes. Néanmoins, c'est pas tout à fait au manager de décider qui peut télétravailler ou pas. Et ça repose pas sur sa vision à lui, oui, la capacité. Partagé, oui, et là, il faut qu'il y ait un cadre collectif qui soit donné. Et c'est pas je propose à un tel de télétravailler parce que j'ai vraiment confiance en lui, je le propose pas à l'autre. Et d'où le besoin de se dire quelles sont les activités télétravaillables, quel est le cadre qu'on donne collectivement au télétravail. Et après, éventuellement, il y a des ajustements selon les cas et selon les situations individuelles. Mais d'où, en effet, cette articulation fine entre dialogue social et dialogue professionnel. Et en effet, j'irai complètement dans votre sens. Il ne faut pas opposer les formes de participation directe et les formes de représentation indirecte. On a besoin des deux et on a besoin d'articuler intelligemment les deux. Et on voit même apparaître dans les organisations plus participatives de type SCOP ou coopérative, ces organisations-là sont en train d'installer des formes de représentation, ce qu'elles n'avaient pas au départ. Parce qu'elles ont besoin régulièrement, comme je vous disais, de déporter des questions et de les traiter dans d'autres espaces. Très, très bien. Vous mentionnez le télétravail. Je vous invite à assister, c'est demain matin, à un échange sur le télé... Pas que le télétravail, d'ailleurs, sur le... Aidez-moi, Hélène. L'organisation du travail en mode hybride. En mode hybride, voilà. On parlera de télétravail, on parlera présentiel, on parlera flex aussi peut-être. Et on parlera... Bon, bref, tout ça, c'est demain à 10h30. Extrêmement... de très nombreuses questions en ligne, certainement l'après-midi où il y a le plus de questions, d'où l'intérêt de cette problématique, évidemment centrale. Je vous la relaye, c'est encore une fois sur la place de la formation. Madame Thibaudeau, merci. Dans les écoles de cadre de la fonction publique et au sein de chaque ministère, quand y aura-t-il des modules sur la santé et la sécurité au travail et sur le rôle des managers, des modules sur la QVT, sur la communication constructive, sur l'intelligence émotionnelle? Alors, vous qui êtes enseignants tous les deux et à l'ANACT, il faut muscler, il faut doper la formation des managers. Vous n'allez pas me dire le contraire. Formation initiale, formation tout au long de
tout au long de la vie. Alors on est d'accord, vous êtes d'accord, pas de problème. Non, Et en comment plus, on fait concrètement? C'est pas tout à fait nouveau. Moi, j'étais directeur d'un IAE à Tours, à l'université de Tours, et il y a plus de 15 ans, on avait monté, alors à l'époque c'était un DESS, maintenant on appellerait ça master, en management de la qualité management de la qualité et des services. Vous étiez pilote, enfin ça devait être l'un on des a premiers. été un des premiers à le mettre en place. Alors avec au départ une forte dimension industrielle, il y avait une partie industrie et puis après une partie très gestion et management des ressources humaines. Donc évidemment il faut démultiplier les formations, mais on peut pas dire qu'il ne se fait rien. Moi, je travaille au sein de plusieurs académies. Les départements de formation, enfin certaines académies, lorsqu'elles s'emparent de cela dans leur projet académique, de la qualité de vie au travail, eh bien, elles mettent en place des dispositifs de formation des personnels encadrants, mais pas que. Hein. Donc, ça existe. La personne le mentionne, indique que ça existe, mais que c'est certainement à démultiplier et à encourager. C'est nécessaire pour nos managements. Évidemment, cette place de la formation. Alors, vous intervenez, Lana, vous êtes un acteur de l'accompagnement, de la formation, on peut le dire aussi. Est-ce qu'il y a visiblement un besoin, une attente forte en la matière du côté des administrations ? Oui, alors de la formation des managers aussi. Et ça, on a eu nous tout un programme qui s'appelait Faire École où on a essayé justement on a réuni un très grand nombre d'écoles supérieures pour essayer de voir justement comment on pouvait réintroduire des briques de formation dédiées aux managers, parce que le management ça s'apprend, mais ça s'apprend pas seulement sur le terrain. On a tendance à penser que c'est que on va plonger quelqu'un dans le bain et il va se faire au quotidien. Ça se forme. Enfin, on peut aussi former les managers en formation continue. On peut les former dans les écoles de management au plus tôt. Et nous, ce qui nous était apparu, donc il y a 4-5 ans qu'on avait mené cette étude, c'est qu'on était allé vers un glissement un petit peu de la formation au management vers des formes plus individualisantes, voire psychologisantes du management, de type coaching, etc. Alors que l'entreprise est traversée de tensions aussi organisationnelles, sociologiques et de tout un ensemble de faits sociaux qui peuvent et qui sont mieux, on va dire, appréhendés et analysés par les sciences sociales. D'où le besoin peut-être de réintroduire les sciences sociales au cœur même de la formation de management pour une meilleure compréhension des mécanismes à l'œuvre au travail. Et après, quant à la formation à la qualité de vie au travail ou à la prévention primaire, on va le dire comme ça, c'est-à-dire à toutes les formes d'accompagnement des transformations du travail avant que les situations ne se dégradent et ne produisent une dégradation des conditions de travail et donc des effets délétères sur la santé physique et santé psychologique. Oui, ça, il faudrait continuer à le faire. Et là, et nous, on est un contributeur à ça, mais un petit contributeur. Il y a tout un travail encore avec les OPCO et avec les organismes de formation pour continuer à générer ces formules-là, sachant que chaque métier après a ses spécificités, quoi. Agir en réaction, agir aussi en prévention, en anticipation. C'est bien ça. Un micro va circuler. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une interrogation, une question, une réflexion qui venait aussi, qui est venue en amont. Il y a quelques jours, une personne qui observait de manière très juste qu'il y a une forme de basculement dans la fonction publique. On était dans une gestion, il y a 5 ans, il y a 10 ans, une gestion, on va dire, entre guillemets, de masse, plutôt gestion administrative, plutôt gestion statutaire, où la RH était très appréhendée d'un point de vue administratif. Je ne dis pas ça avec une connotation négative, mais voilà. Et on bascule, et c'est la ligne en termes de gestion publique vers une gestion plus individualisée qui s'appuie davantage sur les trajectoires, les compétences, les parcours professionnels. Voilà, ça c'est un constat que je formule, mais en termes de recommandations, ça pose la question de l'articulation entre le collectif et l'individuel. Là aussi, c'est un moteur de confiance individuelle et puis de confiance dans le collectif. Comment vous appréhendez les choses ? Est-ce qu'il y a des leviers à activer pour que tout cela s'organise au mieux dans les années à venir si cette tendance se poursuit ? Est-ce que ça vous fait réagir peut-être ? Moi, ça me fait réagir parce que j'appartiens donc au ministère de l'Éducation nationale et
de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ouais. Et c'est quand même là où, en termes d'effectifs, on ne peut pas dire qu'on est quand même peu nombreux. Ouais. Et le défi de ces 4 dernières années, ça a été de prévoir un schéma directeur de la formation qui s'appuie sur une GRH de proximité. Donc comment faire avec 1,5 million des personnels, une GRH de proximité pour améliorer, parce qu'en filigrane c'est ça, le ministère a développé toute une démarche de qualité de vie au travail, ça va prendre du temps, parce que la taille aussi dont on a parlé tout à l'heure, elle induit nécessairement que ce déploiement se fasse aussi au plus proche du terrain. Pour que les individus aient aussi, pas qu'une impression, mais voient qu'on peut avoir une certaine forme de territorialisation dans des grands principes qui sont donnés, mais aussi une certaine forme d'individualisation pour répondre sur des parcours. Et d'ailleurs, on a adopté en termes de culture, nous, ça a beaucoup changé dans cette administration, puisqu'on parle de parcours professionnel. Oui. C'est ce que vous disiez. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, on peut le faire même dans des très grosses organisations. Maintenant, il faut un petit peu plus de temps, me semble-t-il. Et il faut dégager des moyens. Question de moyens, je l'avais noté dans les mots-clés dans la boucle. Une réaction peut-être, Éric Campois ou Amandine Brugère, collectif, un trajectoire individuelle, c'est quelque chose, ça porte quelque chose de positif puisque ça donne des perspectives aux agents, ça porte aussi des enjeux d'engagement, mais ça doit s'inscrire dans le collectif. Voilà une articulation à trouver peut-être. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que cette question de la trajectoire et de la mobilité dans le secteur public, c'est une vraie question, de la mobilité, de la micro-mobilité, de la possibilité de pouvoir, en effet, se construire une trajectoire, voire parfois en changeant de ministère, en changeant de compétences. En tout cas, moi, je trouve une des choses qui a apporté la crise, ça a été de voir justement comment parfois des agents, parce qu'il manquait, il fallait pallier les absences des uns ou des autres, ont parfois pris en charge des actions, des services qui n'étaient pas les leurs, et s'en sont très bien sortis, et voire même ont porté les choses tout à fait bien. Et du coup, ces exemples-là, nous, ça nous a mis la puce à l'oreille, et on s'est dit en effet comment est-ce qu'on pourrait promouvoir un peu mieux ce qu'on pourrait appeler les micro-mobilités, ou en tout cas la possibilité de pouvoir expérimenter ou aller pouvoir se déployer dans un autre poste, faire reconnaître éventuellement les compétences acquises à ce moment-là, et donc rendre possible derrière une mobilité professionnelle à plus ou moins grande échelle. Et en tout cas, derrière la question de la mobilité professionnelle se loge aussi un certain nombre de leviers de prévention de l'usure professionnelle, parce qu'un instituteur à 62 ans, c'est plus le même qu'à 30 ans, par exemple, et que donc lui permettre de pouvoir sillonner, expérimenter d'autres choses et pouvoir après éventuellement basculer, c'est en effet sans doute une des solutions de prévention de l'usure, et pour pas avoir des arrêts brutaux ou une dégradation de la santé. Mais ça, c'est rendu possible que si collectivement, en effet, et par les RH et par les collectifs de travail, on rend possible et on autorise une personne à avoir un autre travail à un moment donné. Ça s'inscrit dans une gestion, dans une vraie GRH plus globale qui aborde ces enjeux-là, sachant que les derniers rapports, notamment le rapport de l'Assemblée nationale, l'ont montré, la culture de la prévention reste encore largement à développer dans la fonction publique. Non, à voir. On va se diriger vers le terme de notre échange. Alors beaucoup d'enjeux, beaucoup de mots-clés. Je prendrai encore une ou deux questions, donc n'hésitez pas. Et puis levez la main si vous voulez intervenir, vous qui êtes là à suivre notre échange. À vous écouter, on a le sentiment que tout le monde peut être réellement acteur de ces enjeux de confiance, de QVT, à condition d'en avoir les moyens, à condition d'en avoir quelques latitudes, mais c'est bien cette démarche-là qu'il faut encourager. Allez, je me tourne vers vous, Éric Campois. Tout le monde peut agir, mais il faut avoir des moyens, il faut avoir la confiance de l'organisation. On parlait dans la table ronde juste avant du rôle du top management. Il faut donner la possibilité à chacun d'être acteur de ces enjeux de confiance et de QVT. Oui, alors non, je tique un petit peu quand même. Je ne sais pas si tout le monde peut agir, parce que je ne sais pas si tout le monde a mais toujours comment envie. faire en sorte alors mais est-ce que c'est toujours nécessaire? C'est-à-dire que quand quelqu'un fait très bien son travail, à la limite, pourquoi lui enjoindre de
voilà, il faut ça. Non, à la limite, c'est un peu comme pour la mobilité, quand on disait dans le privé, un cadre, tous les 3 ans, doit changer de poste. Oui et non. C'est là où moi, ça me dérange un petit peu quand on a des phrases comme ça, aussi péremptoires. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir agir. Et après, si la personne n'a pas envie d'agir, mais que par ailleurs elle fait bien son travail, je vois pas où est le problème. Ouais. Après, c'est un autre problème si elle veut pas et qu'elle fait mal, que il n'y a pas de résultat ou autre. Mais sinon, ça ne me semble pas être une obligation. Le risque, justement, c'est d'en faire une obligation et de créer à nouveau, comme dans plein d'autres modes managériels qu'il y a pu y avoir par le passé, tout un tas de dysfonctionnements qui ont fait qu'on a dû en revenir parce que voilà. Et bon. À ce moment-là, la QVT aura de beaux jours devant elle, parce qu'il y aura encore à soigner. Ouais. Merci beaucoup pour la qualité de nos échanges. Peut-être un mot de conclusion, vous voulez, chacun. Je continue de jeter un œil. Alors, il y a quelques questions un peu techniques sur des normes ISO. Il faudrait... on met des normes sur ces enjeux de... Oui, ça existe. Oui, ça existe. Les micros, oui. Oui, ça existe. Alors peut-être répondez à cette personne. Oui, ça y est. Oui, non, je pourrais pas en dire beaucoup plus, mais oui, ça existe. On ira regarder ça. Et c'est peut-être un mot de conclusion, chacun, l'élément fort sur lequel vous voulez insister. Et puis pour celles et ceux qui nous regardent, les agents, les managers, des étudiants aussi, on est fortement suivis, et c'est tant mieux, par des étudiants qui se destinent aux métiers, aux carrières et aux écoles de la fonction publique, de la haute fonction publique et de la fonction publique de manière très, très lâche. Qu'est-ce que vous leur dites, Amandine Brugière, que ces enjeux de confiance de QVT sont au cœur du débat public aussi grâce à cet échange cet après-midi, et c'est tant mieux, et que les choses évoluent. On en parlait il y a 5 ou 10 ans, on n'aurait peut-être pas eu une discussion comme celle-là parce qu'il y a un certain nombre de process qui sont mis en œuvre, et c'est tant mieux. Oui, en tout cas, c'est vrai que s'il y avait une idée, en tout cas, à mettre en avant pour conclure sur cette notion de confiance dans le secteur public, moi, je prendrais volontiers le terme de subsidiarité. C'est-à-dire, est-ce que le secteur public, les cadres publics seraient prêts à jouer un peu plus le jeu, parfois de la délégation ou de la subsidiarité, en tout cas, expérimenter ça, voir ce que ça donne, et en effet, peut-être rendre possible des poches d'innovation, pas seulement dans les labos d'innovation qui sont super, mais qui sont petits et circonscrits. Et pour rebondir sur les propos de Madame tout à l'heure, qui peut-être rendre possible des améliorations dans l'existant, qui parfois ne fonctionne quand même pas très bien, avec quelques bouts de ficelle et beaucoup d'investissement et d'engagement des agents. Beaucoup d'engagement, il faut le saluer. Puis on l'a vu encore plus depuis 18 mois. Votre conclusion, Franck Brie. Je vais réagir à ce que vous avez dit, puis ça fait écho aussi au bricolage dont il était question dans la précédente table ronde. Avec une collègue, on s'était aperçu que pour régler des problématiques de ressources humaines, grandes entreprises avaient souvent des logiciels, des applications, des outils, des dispositifs extrêmement sophistiqués, et on n'allait pas voir ce qui se passait dans les très petites entreprises et les petites entreprises. Et on a fait une vaste enquête, et on a appelé ça les astuces organisationnelles. Et en définitive, c'est des micro-régulations qui se font et qui font qu'on n'est pas obligé de se doter d'outils ou de dispositifs, mais qui rassurent. Mais qui sont parfois très peu adaptés. Alors, pour conclure, peut-être, en synthèse, moi, j'aurais quatre conseils pratiques peut-être à donner au travers de toutes les études auxquelles j'ai eu la chance de participer. C'est déjà de renforcer la confiance dans vos équipes. Et pour cela, c'est déjà de devenir peut-être, de savoir communiquer, être prévisible et cohérent, respecter les autres et puis faire preuve d'équité. Donc, c'est pas simplement que de l'empathie. Il y a aussi deuxième conseil, ce serait de développer la fierté de vos collaborateurs. Et là, il y a 3 dimensions dans la fierté. Il y a la fierté personnelle qui est liée au travail. C'est avoir le sentiment de participer peut-être à une mission plus globale que les simples tâches que je peux être amené à réaliser, qui sont déjà d'ailleurs bien. C'est la fierté aussi inspirée par l'équipe. Sentiment de faire partie d'un groupe, d'un collectif, d'une famille, et puis la fierté aussi inspirée par son organisation. C'est la qualité des services que mon organisation va rendre, c'est les valeurs que mon organisation prône, et là, je redis, on a une force dont on se saisit peu, me semble-t-il. Troisième conseil, ce serait créer un environnement de travail qui favoriserait le bien vivre ensemble.
et en tenant compte de ces évolutions sur les modalités, les espaces qui ont été très récemment énormément réinterrogés et bousculés. Et puis, dernier élément, déployer un dispositif de reconnaissance. Alors, idéal, reconnaissance matérielle quand on en a la possibilité et les moyens, mais il y a aussi la reconnaissance interactionnelle, celle que je vais entretenir entre un individu et un autre, entre un collectif et un autre, et puis la reconnaissance procédurale. C'est la façon dont je vais organiser, par exemple, un entretien d'évaluation. Je vais prendre le temps, je vais fermer la porte, je vais respecter, je vais m'asseoir, je vais être concentré. Enfin, vous voyez, tous ces éléments-là. Donc, en fin de compte, si je rassemble ces 4 conseils, c'est essayer de donner du sens à l'action que l'on mène du point de vue managérial. Très bien. Merci beaucoup, Franck Brier. Éric Campoy, le message sur lequel vous voulez insister. Alors, je reviendrai un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, pour les managers, je leur dirais, essayez de créer des espaces de discussion, de dispute avec respect, mais ça me paraît très important, et j'aime bien toujours ce mot dispute parce que c'est reconnaître les divergences, et c'est important de les reconnaître, même si après on doit se respecter. Donc créer ces espaces-là qui permettront aux gens de se comprendre aussi. Ensuite, je dirais être capable de reconnaître aussi ses erreurs. On n'est pas parfait et on ne demande pas aux gens d'être parfaits. Et vous voyez, le souvenir que j'ai, c'est quand on interrogeait des managers pour leur demander qu'est-ce qui ferait qu'ils auraient confiance dans un de leurs subordonnés. Une des choses qui ressortait le plus, c'est qu'ils soient capables de me dire quand ils n'y arrivent pas. J'ai besoin de savoir quand il n'y arrive pas. Or, souvent, il n'ose pas le dire. Et quand le manager lui-même est parfait, c'est évident que les subordonnés se disent qu'ils doivent être parfaits aussi. Donc, c'est important aussi de reconnaître ces erreurs. Puis, il y avait un 3e conseil, mais je l'ai oublié. Donc, c'est pas grave. Mais je vous en prie, peut-être qu'il va revenir. Alors, moi, j'aime bien aussi, j'ai quelques mots-clés peut-être, et puis Hélène, je vous laisserai conclure. Alors, j'aimais bien aussi la dispute professionnelle, mais je retiens, et puis on va le décliner dans nos organisations peut-être. Il faut absolument créer des espaces de dispute. Bon, allez, il faut bien cadrer, évidemment. Et puis, l'enjeu, ce que vous avez mis en avant, Franck Brier, l'enjeu de performance globale, enfin, c'est une affaire de moyens, de qualité de vie au travail, de confiance, de performance sociale, etc., etc. Tout ça porte aussi, et c'est un enjeu terriblement d'actualité dans la fonction publique, la question de l'attractivité, évidemment importante. Et j'en ai trop dit. Mais je retiens comme vous, c'est revenu, ça y est ? Allez-y. En fait, vous l'avez dit. Non, mais c'est aussi mettre en place plutôt l'idée d'un cadre, et cadrer les choses, mais pas avoir des injonctions, des principes stricts. Voilà, pour laisser, toujours pareil, l'autonomie. Et en même temps, le cadre rassure. Oui. J'avais noté aussi l'injonction. Faites confiance, ça fonctionne bien. Bon, super. Hélène, peut-être un mot de conclusion. Quels sont les messages que vous avez retenus ? Il y en a beaucoup. Madame la responsable du pôle innovation managériale à la DITP. Énormément de messages, effectivement. Merci beaucoup pour la richesse de nos échanges. Moi, j'emporte 2 choses en particulier. D'une part, l'importance du dialogue et tout ce que ça implique derrière. On a parlé d'humilité tout à l'heure, on a parlé de transparence et du fait que chacun doit pouvoir retrouver des marges de manœuvre à son niveau. Et puis, j'emporte aussi un sujet autour de la sincérité, l'importance de la sincérité de ces démarches, notamment d'éviter de basculer dans l'injonction à la confiance et d'être attentif aux effets de bord que peuvent avoir ce genre de démarche. Merci beaucoup. Encore. Merci à vous, Hélène, d'avoir rendu possible cet échange. Merci Franck Brier, merci Éric Campoy, merci Amandine Brugière. Les échanges se poursuivent ici au lieu de la transformation publique. Les échanges se poursuivent en direct sur le site de la DITP et sur les supports d'Acteurs Publics TV, puisqu'on donne rendez-vous. Hélène, ce sera avec vous demain à 10h30. Soyez là à 10h30. On parlera télétravail, on parlera hybride. Enfin, le travail en mode hybride. Et on se retrouvera tous les deux. On a préparé cette séquence avec, là encore, des invités très, très percutants comme vous tous. Merci beaucoup à toutes, merci beaucoup à tous. Je vous dis à demain en direct sur Acteurs Publics TV, sur le site de la DITP, pour poursuivre nos échanges du mois de l'innovation. À très vite.